C'est un style qui repose sur des matériaux simples comme le métal au niveau des piétements, le verre sur les tables et les étagères. Ce midi dans ADECO, on s'intéresse à la décoration minimaliste. Notre référence du jour est une femme entrepreneur qui évolue dans le milieu de l'agroalimentaire. Et puis avec ECO, on va mieux comprendre le mot investissement. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On s'installe avec cette collaboration de Hadi Chaban et de sa vie, Ramadan Moubarak. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. Oh, the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان، بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan for all Muslims. Oh, the Quran descends in this holy man. Welcome you, O holy man of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. And you I seek nearness to my Creator. For you my soul and heart has been purified. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. Oh, the Quran descends in this holy month. Ramadan, Ramadan, The month of forgiveness, Ramadan, The month of blessing. Ramadan, Ramadan. oh, the month of peace. Ramadan, Ramadan, The month of love. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. Ramadan Moubarak, Ramadan Moubarak. Ce clip est donc notre manière à nous de vous souhaiter, chers amis téléspectateurs musulmans, une bonne célébration de la fête de Ramadan, qu'Allah exauce toutes vos prières formulées au cours de ce mois de jeûne. Il est l'heure à présent pour moi de recevoir Ariane Da Silva et son invité dans Référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai envie de dire bonne fête de Ramadan. Ben merci, parce que tout autant qu'on est, on a forcément un parent qui est musulman, même si on Oui. n'est pas musulman Oui. nous-mêmes. Donc Oui, merci c'est vrai, beaucoup c'est et vrai. bonne fête à tous les musulmans du Bénin. Alors Ariane, notre référence de ce midi est une femme. Elle évolue dans le secteur de l'agroalimentaire, de la restauration aussi. Et de l'événementiel. Et de l'événementiel. En fait, c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Il s'agit de Ida Florence Quintosu à Plogon, c'est bien ça. Hein? Elle détient un MBA en marketing et management et une maîtrise en droit des affaires, carrière judiciaire. Elle a suivi plusieurs formations, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, en tourisme, en hôtellerie. Elle a également des aptitudes dans le secteur événementiel, comme je le disais, et justifie plusieurs années d'expérience professionnelle, on va même dire 20 ans. Et elle a Plus. laissé tout ça. Et plus, franchement, c'est comme je disais dès le départ, c'est une femme qui a
Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, en fait. Donc, c'est elle qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame Da Silva. Merci de m'avoir invitée. Alors, madame. Bonjour, madame Aklogan. Pourquoi l'entrepreneuriat quand on a un diplôme en marketing et management et une maîtrise en droit, carrière judiciaire? Voilà. Merci pour la question. Pourquoi l'entrepreneuriat? Je dirais l'entrepreneuriat, je crois bien, c'est le fait de mettre en action des projets. Alors, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour 3 principales raisons. D'accord. D'accord. La première raison, c'est que je voulais expérimenter moi-même une autre manière de gérer l'entreprise. C'est vrai que j'ai eu des expériences professionnelles et compte tenu du vécu que j'ai eu, je me suis dit non, il y a possibilité de gérer autrement une entreprise, il y a possibilité d'apporter un mieux-être aux collaborateurs quand on gère une entreprise. La deuxième raison, c'est de pouvoir disposer, si je ne m'abuse, de mon temps, un peu comme je veux. Oui. C'est-à-dire d'être libre de faire ci, de faire ça, d'aller à gauche ou à droite, et aussi d'avoir une autonomie financière. Ça, c'est important. Et la troisième raison, qui est la raison la plus importante, c'est de pouvoir mettre en action des idées. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose et cette pensée doit se traduire peut-être en produit, en service ou quelque chose d'autre qui peut impacter votre communauté. Et ce produit ou ce service doit pouvoir vous rapporter de l'argent pour vous permettre d'assurer vos charges. Donc, cette dernière raison est la raison fondamentale, mais ça fait partie des 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé d'entreprendre. Donc, en gros, il faut avoir l'idée pour régler un problème au sein de la communauté, mais en même temps, il faut penser à ce qu'on doit gagner en retour. Exactement, c'est ça. Alors, quand vous faites un peu le point aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de vous? Comment est-ce que vous appréciez votre parcours? Je peux me permettre de dire que je suis fière de moi, parce que ce n'est pas évident de tout laisser et de dire je fais ci, j'entreprends, je mets toutes mes économies ici, je casse le plan épargne de mes enfants, j'investis dans telle activité parce que vous êtes seul à croire en vous. Et c'est un parcours semé d'embûches, c'est un vrai parcours de combattant que d'entreprendre. C'est pour ça que je me permets d'être fière. Je ne suis pas encore arrivée au bout. Je suis mon cheminement. Je m'inspire des personnes qui ont réussi, qui sont devant moi, qui me donnent des conseils, qui m'accompagnent. Donc, je suis fière. Je suis fière. Et justement, quelles sont ces embûches-là? Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez dans le secteur? Dans le secteur de la restauration ou de façon générale dans l'entrepreneuriat. Les difficultés, si je dois parler comme tout entrepreneur, je dirais qu'il y a des difficultés liées au financement. Ça, c'est des difficultés conventionnelles, des difficultés de formation, des difficultés d'avoir des compétences dans ce qu'on a entrepris, etc., pour pouvoir bien gérer son activité. Mais il y a des difficultés que nous ignorons, pas nous ignorons, en fait, des difficultés que nous vivons, mais qui ne sont pas visibles. Et ces difficultés-là sont d'ordre émotionnel. Et ça, on fait souvent fi de ça, on se dit, oui, on peut gérer, ça va aller et tout ça. Un exemple. Un exemple. Pratique. Le stress, c'est une source d'échec. Pour ne pas dire le mot échec, mais le stress peut vous faire tomber. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez être debout, quel que soit le fois. Vous tombez 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous devez vous relever autant de fois que vous êtes tombé. Le stress peut vous amener à avoir des difficultés d'ordre social, de gérer, vous empêcher de gérer correctement les relations avec votre entourage, les relations avec vos collaborateurs.
Le stress peut vous envoyer directement à la dépression. Vous pouvez avoir des difficultés de troubles alimentaires. Moi, j'ai vécu ça. C'est que soit vous mangez trop, ou vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'appétit, vous ne dormez pas, parce que vous avez beaucoup de challenges à relever et vous êtes seul, secrétaire, comptable, commercial et tout à la fois. Vous devez travailler plus que tout le monde parce que vous avez tout mis et vous avez l'obligation de ne pas tomber. Et justement, quand vous vous retrouvez dans cette situation de stress, comment vous gérez par rapport à vos collaborateurs, par exemple? Et déjà, combien de personnes vous recrutez? Combien de personnes travaillent avec vous? Au jour d'aujourd'hui, je peux dire de façon... J'ai des collaborateurs qui sont permanents et j'en ai qui sont, qu'on appelle dans notre milieu des extras. C'est-à-dire des gens que vous appelez quand vous avez beaucoup plus d'activités à réaliser. Dans l'ensemble, on peut tourner de façon régulière 5 jusqu'à 10. Mais les extras, vous pouvez aller jusqu'à 50, 60. Ça dépend de l'activité que vous devez exécuter. Le stress, je me dis, tout à l'heure, j'ai dit, il faut apprendre à se relever quand on tombe. Quand vous tombez, parce que vous êtes sous pression par rapport à vos collaborateurs, le tomber de je parle, c'est vous avez parfois des écarts de langage. Vous avez parfois... comment on appelle, vous n'avez envie de voir personne, vous n'êtes pas accessible à vos collaborateurs, vous avez des difficultés financières, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait si on est entrepreneur quand on est confronté à ça? On fait quoi? On sort, on essaye de respirer, on essaye d'appeler des gens qui vont nous reconforter, pardon. On essaye de se raccrocher à ce qui ne peut jamais nous lâcher, c'est la famille, c'est le conjoint, c'est les enfants. Essayer de changer d'air pour pouvoir respirer et se faire accompagner par des gens qui vont nous porter vers le haut et nous remonter un peu le moral. Et justement, vous êtes dans un secteur ou dans des secteurs. Aujourd'hui, quand on prend par exemple la restauration, quand on prend l'événementiel, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces secteurs-là. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? La restauration, c'est un secteur qui comporte différentes activités. Il y a beaucoup de corps de métier qui interviennent, il y a beaucoup d'activités dans la restauration. C'est vrai que nous sommes tous bons restaurateurs. Je ne dirais pas qu'il y a des mauvais, il y a des moins bons. Nous sommes tous bons restaurateurs. Comment je fais pour me démarquer? D'abord, j'y suis allée parce que c'est une passion. Ça ne fait pas partie de mon cursus académique, rien du tout, mais c'est une passion qui m'a amenée. Et sur le chemin, par la rigueur que je mets dans le processus de mes activités, j'ai eu à rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié des structures ou des unités à gérer qui sont des unités très exigeantes. Je ne dirais pas que c'est une chance pour moi ou c'est un challenge pour moi, mais je n'ai que des clients qui sont extrêmement exigeants. Je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps, tous mes clients sont très exigeants sur l'hygiène, sur la qualité, sur la présentation, sur comment vous êtes, vos collaborateurs et tout ça. Donc, cette exigence des clients m'a amené à acquérir plus de compétences dans le domaine, à développer certaines compétences qui me permettent de donner satisfaction à ces clients. Donc, je peux dire que dans le milieu de la restauration, je me suis quand même positionnée à un niveau où l'exigence est demandée. D'accord. D'accord. Alors, entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour, Rebecca Kenjamonde. Bonjour. Comment vous allez, Jennifer? Ça fait un moment par ici. Ça fait un moment. Je suis ravie, en tout cas, de retrouver le plateau du rendez-vous de midi. D'accord. Alors, j'ai une question, Ariane, avec ta permission. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés émotionnelles. J'ai envie de revenir là-dessus. Alors, quand je prends l'exemple des difficultés émotionnelles liées au foyer, à la vie de couple,
Oui. Comment est-ce qu'en tant que femme entrepreneur, on arrive à gérer ses émotions devant ses collaborateurs pour ne pas les laisser transparaître? Quand par exemple on a quitté la maison un jour fâché avec son conjoint après une dispute et qu'on vient au boulot, comment est-ce qu'on fait pour quand même gérer encore le stress du boulot devant les collaborateurs pour ne pas du tout que nos émotions prennent le dessus? Je suis encore en apprentissage, malgré les 20 ans, malgré tout ce que j'ai eu à accomplir jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en apprentissage. Mais de ma propre expérience, c'est vrai que c'est difficile de mettre de côté ces émotions et de dire, bon, là, j'ai quitté la maison, là, je suis au boulot, je dois me concentrer. Ça agit forcément. Mais quand on se dit, bon, je suis là, c'est pour la satisfaction du client. Je dois faire en sorte que le client soit satisfait. Donc, j'essaye de me mettre dans des dispositions pour rendre la collaboration avec mon entourage un peu agréable. Je ne vais pas dire 100% agréable, mais je vais essayer de faire en sorte de ne pas imputer voilà, à ceux qui m'entourent tout ce que j'ai subi à la maison ou les émotions avec lesquelles j'ai quitté la maison. Alors, quand on est restauratrice, donc je suppose que vous êtes au fourneau parfois, n'est-ce pas? Très souvent. D'accord. Alors là aussi va intervenir l'émotion, n'est-ce pas? Oui. On dit souvent que quand la femme est amoureuse, elle prépare salir. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, quand par exemple on est fâché, et depuis la maison, je reviens toujours sur le cas du foyer, quand on est fâché depuis la maison et qu'on se retrouve au fourneau, comment on arrive à agencer les condiments sans pour autant excéder? C'est peut-être une thérapie. La cuisine, pour moi, c'est un exutoire en quelque sorte. D'accord. Quand je rentre en cuisine, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Et j'oublie tout. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de manipuler mes ingrédients, de parler avec mes collaborateurs. On fait ça, on fait ceci. C'est peut-être la chance que j'ai, moi, de faire la cuisine. C'est pourquoi je dis c'est une passion. D'accord. Dès que je rentre, j'oublie tout. Ça change. Oui, il faut que tout soit bon. Même si des fois je manque de confiance en moi par rapport à est-ce que c'est bon ou pas et tout, mais je veux que le client apprécie. C'est pas évident quand on n'a pas la passion et qu'on doit toujours chaque fois réglementer tout, être dans les normes. Dans les normes, c'est pas évident, mais il faut le faire puisque c'est le chemin qu'on a choisi. Donc il faut vraiment se faire accompagner par des gens qui peuvent nous aider à mieux gérer les émotions. Voilà. D'accord. Et c'est justement ce que je voulais entendre. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. À chaque fois que nous sommes émotifs ou émotives, il faut qu'on trouve une manière à nous de dépasser ces émotions et de revenir à de meilleurs sentiments. Chez vous, c'est la cuisine. Oui. Quand vous êtes à la cuisine, franchement, vous oubliez tout et vous êtes bien. Ariane, la musique. La musique. La musique aussi. D'accord. Alors, Ariane, je te laisse continuer. Alors, on sait que vous collaborez beaucoup avec des représentations diplomatiques dans notre pays. C'est pas un secret, n'est-ce pas? Bon, oui, un peu. Alors, c'est d'ailleurs pour ça, sûrement, que vous parliez d'exigences et tout, parce que c'est des gens très exigeants. Très. Et votre expérience professionnelle aujourd'hui vous a permis également de sortir du Bénin, d'aller ailleurs et tout. Quand vous faites une comparaison de façon générale, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que je retiens? Une comparaison, par exemple, de la restauration au Bénin et ailleurs, ou du partage d'expériences peut-être avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que vous. Les deux pays où j'ai eu à intervenir dans la restauration, c'est surtout parce qu'on m'a fait appel pour mes compétences, pour aider à mettre en place des restaurants ou mettre en place... comment on appelle, un document permettant aux promoteurs de pouvoir savoir une stratégie pour la création ou pour la gestion du personnel ou pour la gestion de l'hygiène en restauration, etc. Je dirais qu'au Bénin, c'est pas ce que je vais dire, c'est pas flatteur, mais on est quand même assez sérieux.
en ce qui concerne La restauration? Oui, on est quand même assez sérieux par rapport aux deux expériences autres que j'ai eues en dehors du Bénin. On est quand même assez sérieux. On essaie quand même de respecter, même si le problème d'hygiène, de normes, c'est un peu récurrent par endroit. Et on est quand même assez sérieux. C'est parce qu'on aime manger. Oui. Alors, pour vous, en tant que femme entrepreneur, quelle est la place de la formation? Surtout pour une femme qui a envie de réussir dans le domaine. La formation est capitale. Tu ne peux pas entreprendre, commencer une activité et ne pas te faire former par rapport à ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas évident. Parce qu'il te faut avoir des outils pour gérer ton personnel. Il faut des outils, il faut des aptitudes quand même pour comprendre ce que les gens te proposent. Quand tu demandes aux gens, fais ci, fais ça, il faut que tu aies des notions. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Moi, malgré que ça soit la passion, malgré que ça fasse des années que je suis dedans, j'essaye de me former tout le temps. Je continue de me former. Quand j'apprends quelque chose quelque part, ou bien j'ai une opportunité d'aller apprendre une recette, ou bien je continue. Parce que c'est important quand même aussi de renouveler à chaque fois, d'être au goût du jour, comme on dit dans notre milieu, et de permettre aux clients de se dire, OK, ben, elle n'est pas seulement en train de faire ça depuis 20 ans, 30 ans, 15 ans, mais ça change à chaque fois. Il faut vraiment se faire former sur tous les plans, en gestion de ressources humaines, gestion financière, de l'activité même qu'on est en train d'exercer. Il faut se faire former dans l'activité pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Alors, dans 10, 15, 20 ans, comment est-ce que vous vous voyez? Comment vous voyez votre entreprise? Là, Grosse question. une belle question. Dans 10, 15, 20 ans, je me vois, disons, pourquoi pas la première restauratrice du Bénin, ça pour commencer par là. Vous le souhaitez vivement. La référence. Parce que mon parcours m'amène à mettre en place aujourd'hui un restaurant sur fond propre, un endroit où je peux permettre de recevoir mes clients, développer une ferme quelque part, produire moi-même mes matières premières, etc. et tout. Je me vois une référence dans le domaine de la restauration parce que c'est ce que je veux, et même au-delà. Donc ça, c'est le souhait que je me fais, mais c'est là où je veux aller. Alors, Rebecca, si tu le permets, une dernière question. Est-ce que vous avez déjà pu contaminer, je vais dire, vos enfants avec cette passion pour l'entrepreneuriat? Ou ça va s'arrêter, ça va se limiter à vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se limiterait à moi. J'ai deux filles. Il y a la grande qui a 12 ans et la deuxième a 10 ans. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30 parce que la deuxième, qui est la petite, elle devait faire des cookies. Parce qu'elle fait des cookies qu'elle revend. D'accord. Elle disait, ça a commencé. Donc, elle avait une commande hier. Et parce qu'elle s'est occupée à faire autre chose, en allant se coucher, elle dit, mais maman, tu sais, demain, quand tu vas te réveiller là, réveille-moi à 4 heures pour que je fasse les cookies. J'ai dit, OK. Donc, je l'ai réveillée à 6h30. Elle a pu finir ses cookies. Je l'ai aidée à emballer et tout. Et puis, voilà. Donc, elle, je pense que je l'ai contaminée. Peut-être qu'elle ne fera pas la nourriture comme moi et tout. Elle aime la pâtisserie et tout ça. Mais je pense, j'espère que c'est une passion ou bien c'est quelque chose qui va perdurer. Ce n'est pas pour un instant. Mais je crois que contaminer ma fille, c'est déjà un grand pas pour moi. Et j'imagine que vous allez l'accompagner dans ce mouvement. Pourquoi pas? C'est la chose la plus formidable et agréable pour un parent d'accompagner son enfant qui démarre un petit projet. Merci, Madame Akplogon. Merci beaucoup. Rebecca, ce sera Ariane Da Silva, je retiens de ta dernière question à Madame Akplogon où tu lui parlais de quelle place occupe la formation. Elle a parlé d'une place importante. Elle parle du fait de se remettre quotidiennement en cause, donc d'avoir, ça me fait penser à l'humilité. Parce que
que avoir de l'humilité, c'est se remettre en cause, dire que ce que j'ai fait, je peux aller au-delà. Et je pense que cela intervient dans tous les secteurs d'activité, n'est-ce pas, Jennifer Sachivi? Absolument. Quel que soit ce que vous faites, faut pas forcément se dire, je crois que c'est déjà derrière la porte ouverte à la perdition quand on se dit, je me limite à ma connaissance, ce que je crois, c'est que c'est ça ou rien. À un moment, je crois qu'on n'avance plus, alors que ce qu'on recherche, c'est beaucoup plus d'avancer. Et je suis sûre qu'elle sera d'accord avec moi. Ariane Da Silva, merci. Ida Florence Quintosu Aplogan, merci également pour la présence et beaucoup de courage. Merci à vous. Ariane, il est temps maintenant pour toi d'enfiler ton manteau d'économiste pour nous parler de l'économie dans ECHO. Et ce midi, on s'intéresse au mot investissement. Oui, tu l'as déjà annoncé, on ne va pas beaucoup parler investissement, investissons, et c'est un investissement que Mme Aplogan a eu à faire. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle est dans le domaine, qu'elle continue, qu'elle s'illustre et tout. Et on va mieux comprendre ce mot avec Rodrigue Rustico, il est ingénieur financier. Un investissement, c'est la renonciation à une consommation immédiate pour une consommation future. Je renonce tout simplement de prendre peut-être 1 million et de l'utiliser tout de suite immédiatement en termes de consommation, mais je mets ça dans une activité, dans un projet, dans quelque chose qui doit pouvoir me rapporter alors des revenus après, ce que nous appelons le retour sur investissement. Donc un investissement, ce n'est pas à comparer avec une consommation. La consommation, elle est immédiate, d'accord, mais l'investissement, vous renoncez à une consommation immédiate, mais pour une consommation future. Et vous allez alors attendre de ça les retours. C'est comme vous investissez sur vos enfants, c'est de l'investissement immatériel. Vous pouvez prendre ces ressources-là et aller peut-être en week-end, aller en vacances à Paris ou tout ce que vous voulez, et consommer. Mais si vous décidez d'investir alors cette ressource d'argent sur votre enfant, c'est que vous espérez que dans 5 ans, 10 ans, vous puissiez vraiment avoir un retour. C'est de ça qu'on appelle l'investissement. Donc l'investissement, c'est l'acquisition d'un bien, d'un service, mais de façon durable. En fait, dans l'investissement, il y a le mot durable qui est important. Par contre, au niveau de la consommation, il n'y a pas le mot durable. Dans la consommation, j'ai faim, je suis allé acheter à manger, je fais une consommation, tout simplement, c'est pas fait de l'investissement. Donc, parce que je n'attends rien en retour. Mais dès lors que j'achète un véhicule, je sais que c'est de l'investissement parce que je sais que ça doit pouvoir me servir les années à venir. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir de la définition très simple de l'investissement. Donc c'est bon d'investir et c'est dans l'investissement que nous pouvons alors générer alors beaucoup de revenus. Donc il est important que chaque économie se focalise sur des investissements que sur la consommation. La consommation n'est que là pour relancer l'économie à court terme, mais l'investissement est là plutôt pour relancer l'économie à long terme. Donc il faut travailler pour que nous puissions avoir une économie durable, d'accord, dans le temps, pour que nous puissions vraiment avoir des retours sur investissement, pour faciliter vraiment une harmonie au niveau des agrégats économiques. Alors, ce que je retiens, Ariane Da Silva, c'est que aller se trouver un truc à manger, c'est pas de l'investissement, mais c'est de la consommation. Acheter quelque chose en bien, c'est bien sûr de l'investissement. Oui, c'est de l'investissement. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec l'économiste, c'est quand il parle de voiture. Ah, mais oui, c'est un investissement, mais quand c'est une voiture, par exemple, qui vous crée des problèmes tous les jours. Ouais, bah, c'est un mauvais. C'est un mauvais investissement. Ouais. Alors, merci quand même à Rodrigue Rustico. Il est ingénieur financier. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, ils sont 2 ou 3 à nous expliquer au mieux les mots par ici dans ECHO. Ariane Da Silva, merci. On te retrouve avec d'autres thématiques la semaine prochaine. Mais déjà, je te libère pour qu'on puisse te retrouver tout à l'heure à la présentation du JT de 13h. Merci de prendre le rendez-vous. Ah oui, ils seront au rendez-vous. Ils ne vont pas décrocher, pas du tout. Sûr. Alors, on parle à présent de la décoration minimaliste chez les amis téléspectateurs à travers ADECO. Jennifer Sachivi, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Rebecca, à nouveau bonjour chers téléspectateurs. On parle de la décoration minimaliste, pour dire quoi concrètement? Exactement, nous allons le découvrir parce que c'est une forme de décoration dont j'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps. Donc cela comporte certains bien-être, un certain bien-être plutôt. Et pour en parler Rebecca, nous sommes avec Sandrine Prodinotto.
C'est bien ça. Prodinoto. Prodinoto. Voilà. Pardon. Prodinoto. Et tu veux franciser notre nom, quoi. J'avoue que c'est la première fois que je la reçois, que je la rencontre. Donc, Madame pas grave, Sandrine, c'est des choses qui je arrivent. reprends Prodinoto, décoratrice événementielle. Et vous y connaissez en tout cas en décoration minimaliste. Déjà, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que comprendre par la décoration minimaliste? La décoration minimaliste, c'est offrir un endroit, un cadre simple, épuré, et surtout se baser sur des éléments comme le verre, la nature, et c'est ça. D'accord, mais quand, je sais que vous êtes dans l'événementiel, vous décorez parfois les jardins, etc. Mais quand on est chez soi, on va peut-être commencer par là, quand on est dans son salon par exemple, et qu'on a envie de se faire une décoration minimaliste, sur quoi est-ce qu'on peut tabler? Est-ce qu'on prend juste un fauteuil, une table et c'est terminé? Non, et il faut aller aussi sur les pots de fleurs en verre. D'accord, les pots de fleurs. Donc c'est essentiel, quel que soit le lieu où on se trouve. Voilà, et surtout avec le bois. Le bois. On va surtout vers les bois et tout ça. On va y aller avec les images du côté de la régie pour que les téléspectateurs aient une idée de ce qu'on met dans décoration minimaliste. Concrètement. Mais je me demande, vous qui êtes dedans depuis plusieurs années quand même, est-ce qu'on arrive à avoir un bon résultat quand on opte pour la décoration minimaliste? Parce qu'on est quand même habitué, quand on veut décorer une chambre, un mariage ou peu importe, à ajouter quand même assez de chichi. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut avoir un cadre agréable avec la décoration minimaliste? Bien sûr. De nos jours, les gens, ils vont plus vers la décoration minimaliste. Ils veulent des trucs soft, simples et agréables. Donc, de nos jours, il n'y a plus trop de décorations chargées, extravagantes. Non. Et quand on vous demande, par exemple, une décoration minimaliste pour, je vais dire, un anniversaire ou un mariage, qu'est-ce que vous allez mettre en exergue? Parce que je sais que vous tenez aux fleurs. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, il faut aller aussi sur le textile, le tissu. D'accord. Il faut aller vers la couleur marron, qui rejoint en même temps le bois. Voilà, pastel. Et voilà, toujours dans des choix apaisants et soft. D'accord. Alors, je suis seule chez moi, je ne suis pas professionnelle comme vous. C'est vrai que vous avez parlé de bois, etc. Mais je veux faire une décoration minimaliste qui me donne quand même un certain, je dirais, un beau rendu. Pardon. Qu'est-ce que je vais acheter au marché? Qu'est-ce que vous me conseillez? On va faire comme un exercice pratique sur le plateau. Voilà. Là, tu parles de la décoration intérieure. Oui, intérieure. Voilà. Là, dès que tu as il faut aller sur le pot de fleurs. D'accord, pour commencer. Parce que d'abord, la décoration minimaliste, ça nous offre un cadre apaisant. D'accord. Ça agit sur la psychologie, ça limite le stress. Donc, tu vas d'abord sur des couleurs apaisantes comme le vert, le bleu, et puis un peu de la boiserie. Tu peux essayer d'avoir des pots de fleurs en bois ou bien... En canari, parce que c'est la même couleur, c'est possible? En canari, non. Canari, ça va déjà dans la déco traditionnelle. D'accord. Bon, pour les dots. Voilà. Exactement. Bon, ça dépend de ton choix, du bois. Et après, tu mets juste ton sofa ou bien le fauteuil. Et en tout cas, tu vas dans la sobriété. Total. Voilà, tu dégages tout ce qui est encombrant avec le sofa, le guéridon, le pot télé, le pot de fleurs. Et puis, c'est donc, vraiment pas forcément besoin des œuvres d'art, non? Non, pas du tout. Même quand limite. Peut-être un peu, oui, tu peux choisir un cadre, c'est-à-dire un endroit. Et tu mets un œuvre d'art que toi-même tu trouves que c'est apaisant, c'est bon, et puis c'est bon. J'allais dire, quand on parle de bling bling, chacun a sa compréhension, a sa définition de n'est-ce bling bling. Ce que vous mettez par exemple dans simple, moi je peux dire que quand je mets des fleurs, que pour moi des paillettes, que pour moi c'est apaisant, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Hein. Quand vous parlez de bien-être, de psychologie, est-ce qu'on peut quand même se retrouver à l'aise, calme, comme vous le disiez, avec beaucoup de paillettes? C'est possible. Ou c'est relatif? C'est psychologique, n'est-ce pas, Madame Aplogan? Quel est votre avis sur la question? C'est psychologique, mais
Le mot minimaliste déjà veut dire qu'il faut réduire en fait ce qu'il y a de trop. Donc il faut permettre quand même à l'environnement de respirer et à soi-même d'avoir moins d'informations à encaisser dans le cerveau. Quand on est dans la chambre. D'accord. Donc, ce qui fait que, bon, vraiment, comme elle a dit, il faut aller sur des couleurs pastel, il faut aller sur des couleurs terre, tout ce qui nous rapproche à la terre, tout ce qui nous simplifie la vie et tout ça. Donc, si on rajoute des paillettes. Et tout Mais ça. est-ce qu'on peut adopter la décoration minimaliste quand on est restauratrice? Bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. À un certain niveau, même la décoration, quand c'est trop chargé, les gens... Ils s'y retrouvent pas. Même dans la présentation de la nourriture, quand vous en mettez trop, vous en faites trop, c'est pas agréable à vivre. Le mode indien n'est pas minimaliste. Oui, mais il y a une manière de présenter le mode indien. Parce que le repas, quand vous le présentez, ça doit d'abord donner envie. Et quand c'est trop chargé. Bon, aujourd'hui, on évite de manger aussi beaucoup. Donc, c'est tout ça qu'on met dans la balance pour pouvoir satisfaire. Tout à fait. En tout cas, Madame Prodinotor, est-ce qu'on peut adopter la décoration minimaliste autant chez soi qu'au service? Et je précise, peut-être, je travaille dans un bar, il y a du mouvement, il y a du boom. Est-ce que je peux opter pour une décoration minimaliste là-bas? Et la décoration minimaliste, les gens le font dans les lunchs, c'est-à-dire les endroits où les gens y vont pour se reposer. D'accord, d'accord. Mais pas dans le bar où il faut être en train de... Je ne crois pas. Ok, et au service, oui, oui, bien sûr. Dans ton bureau, tu peux opter pour la décoration minimaliste parce que tu veux que tu dois réfléchir, parce que ça augmente la productivité. La productivité, bien évidemment. Voilà, ça augmente. Donc, tu peux opter pour ça au bureau et à la maison pour que quand tu quittes le stress de boulot, quand tu rentres chez toi, tu dois être apaisé et tout. Et voilà, c'est ça. Et dans ce cas, on comprend que la décoration, forcément, agit d'une manière ou d'une autre sur notre psychologie, Madame Akplogon. Bien sûr, ça agit. Même les couleurs que nous mettons dans nos chambres, dans nos salons, au restaurant et tout, les couleurs agissent. Les couleurs des toiles qu'on met sur les tables, au restaurant et tout, ça agit également. Donc, c'est important de savoir choisir. C'est important. Et c'est vrai, on avait commencé à parler des incontournables. Il faut forcément avoir des plantes pour donner un peu d'air. Et je pense à cette lampe-là. J'oublie comment cela s'appelle. Les veilleuses. Les veilleuses. Est-ce que c'est également important? Parce que je pense que ça a un certain effet apaisant également. Ou on peut s'en passer? Pas pour tout le monde. D'accord. Il y en a qui préfèrent dormir sans veilleuse. D'accord. Et sans lampe même. Et sans lampe même. Dans le noir total. Total. Et puis ça les... Voilà. Et ça les apaise. D'accord. Donc, ce n'est pas un instrument. Je ne peux pas dire que c'est un instrument à avoir nécessairement. Mais en tout cas, les plantes le sont. Voilà. Le marron, lait. Moi, je retiens cela. Mais dites-moi déjà, en revenant sur le bien-être, justement, puisque c'est ça la thématique, qu'est-ce que ça peut apporter autant pour soi que pour l'environnement? Pour ceux qui sont autour de nous, bien évidemment. Voilà. Pour ceux qui sont autour de nous, d'abord, ça réduit ton stress. Donc, ça permet... tu as eu un bon rapport avec les gens qui sont autour de toi. D'accord. Parce que tu n'es plus à la maison, tu n'es plus stressé, parce que tu ne cries plus, ça t'apaise déjà. Donc, c'est très important. Il faut ça pour les moments africains. Voilà, ça t'apaise déjà. Parce que le cadre qui est autour de toi, les signaux que ça renvoie, ça t'apaise totalement. Donc, du coup, ça, c'est un... Et puis, il y a aussi, après le stress, il y a ce que tu offres, la vue que tu offres aux autres. Quand les gens rentrent chez toi, ils savent déjà quelle personne avec qui on a affaire. On voit que c'est quelqu'un de très posé, de très calme et tout. D'accord. Voilà. Et on parlait des couleurs. Tout à l'heure, on a parlé de la couleur pastel, comme vous l'avez dit également, marron. Est-ce que ça s'applique autant à la maison qu'en entreprise, par exemple? Oui. D'accord. Oui. Ça s'applique autant à la maison que ici, nous avons du bleu.
Oui, j'ai parlé du bleu aussi. J'ai parlé du vert. Donc, nous sommes un peu minimalistes. Voilà. J'ai parlé du bleu et du vert. Oui. Tout à fait. Alors, Rebecca, toi, tu optes pour les... Moi, vous connaissez déjà le rose. Ma couleur, voilà. Et je crois qu'il faut dans ma chambre, forcément, c'est que... bon, moi, ça m'apaise, la couleur rose. Mais pas la couleur rose claire, clair. Ça m'apaise beaucoup quand je rentre dans ma chambre. Je dépose tout le stress au dehors. Tout à fait. Et je sais que ma famille, souvent, a pour habitude de dire, ben, toi, c'est quoi? Tu es tout le temps dans Barbie, tu es tout le temps en mode Barbie. Mais je me suis dit, bon, ils ne comprennent pas, parce que c'est pas forcément l'effet que ça leur renvoie. Pour moi, c'est que tout ce qui est rose renvoie à la douceur. Ok, oui, n'est-ce pas? quelque part. Oui, donc forcément, c'est que ça apaise. Je vais parler également de la couleur dorée. Bien sûr. La couleur dorée, pour certaines personnes, c'est l'apaisement total. Chez vous, je ne sais pas quelle couleur, bleu? Blanc pour moi. Blanc, mais j'adore aussi le marron. Non, en fait, blanc pas en tenue du tout, mais dans la pièce, c'est blanc. Mais dans la pièce, d'accord. Madame Aklogan? La couleur terre. La couleur terre, donc... minimaliste. Marron clair. Marron clair. Qui se rapproche à la terre. Ok. C'est minimaliste. Le gris clair. Le gris clair. Mais pourquoi ce sont des couleurs comme vous pour le rose. Moi, ce sont des couleurs qui m'apaisent. J'aime pas trop tout ce qui brille. Non, je me sens apaisée dans des environnements où les couleurs sont totalement calmes. Oui, sont pastels, sont froides, les couleurs froides. Je me sens apaisée dans des environnements comme ça. Quand je vous avais posé la question tout à l'heure de savoir dans le cadre, est-ce que les restaurateurs peuvent également adopter la décoration minimaliste, vous avez dit oui, d'ailleurs que c'est bien pour les clients. Mais parlons maintenant du personnel. Est-ce que l'uniforme du personnel doit également être dans la décoration minimaliste ou bien on peut être neutre totalement sur ce terrain? Bon, moi, à mon humble avis, je pense que quand on met en place une structure ou bien quand vous ouvrez un restaurant ou une entreprise, l'entreprise doit vous ressembler, à vous qui avez initié le projet. Donc, en fonction de comment vous ressentez la chose, vous pouvez mettre en place des couleurs et autres qui vous ressemblent. Mais j'estime que quand on vient au restaurant, on vient s'asseoir quelque part, on a quitté la maison ou on a quitté le stress du boulot, etc., qu'on vient s'asseoir, on a besoin d'être tranquille, d'être bien accueilli, d'être apaisé, d'être bien servi, etc. Donc, pour moi, tout ce qui est pastel, calme, neutre, ça me conviendrait. Mais pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, d'accord. Chacun choisit en fonction de ses goûts et de ce qu'il a envie de renvoyer comme image. Alors, un mot pour finir. Oui, un mot pour finir, une question plutôt très rapidement. C'est vrai, vous le disiez, j'imagine très bien, on a une décoration minimaliste. Dès qu'on entre, on est totalement apaisé. Mais il arrive qu'une famille, peut-être nous habitons ensemble, nous avons 2 petits bambins, il y a du bruit dans toute la maison, ça se salit très rapidement. Est-ce qu'il faut décider de choisir une décoration minimaliste en fonction de ce qu'on a à la maison, ou est-ce que donc choisir des couleurs qui ne vont pas se salir? Franchement, tranquillement. C'est vraiment difficile d'adopter la décoration minimaliste quand les enfants sont en bas âge. Voilà. Voilà. Parce que tu vas avec les couleurs épurées, tu mets du blanc, tu mets des trucs comme ça. Mais quelques minutes après, tu reviens là. Toi-même, tu es découragé. Il faut peut-être le faire dans la pièce peut-être des parents. Voilà. Tu peux le faire dans la pièce des parents, mais la pièce où les enfants, vous tous vous retrouvez, bon, toi-même, tu sais que quelques minutes après, le pot de fleurs que tu as déposé là, tu ne vas plus te retrouver et tout ça. Donc, c'est vraiment difficile d'opter pour ça quand tu as des enfants en bas âge. Donc, tu peux avoir des pièces privées. Tu sais que là, personne n'y va. Tu vas là-bas pour te ressourcer en quelque sorte. Ils sont en train de crier là-bas. Rebecca, le temps est parti. Très vite, oui. 5 secondes, on vous demande d'organiser ou de décorer peut-être un mariage. On sait tous qu'il y a toujours ces couleurs-là, le doré, etc. Est-ce qu'il faut totalement s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut mixer les deux? Tu mixes les deux. D'accord.
Pour un mariage... Est-ce que ce sera compliqué quand même de partir uniquement le sur les fleurs? Le doré, par exemple, c'est une couleur qui va dans toutes les décorations. D'accord. Donc, quand tu vas sur ça, tu sais à quelle couleur agencer pour ressortir la décoration soft agréable que ton client désire. D'accord, Voilà. d'accord. Merci Jennifer Sachivi, merci Madame Prodinontor, merci également à Madame Akplogan pour la présence. Bon retour à vous, chers amis. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette tranche vous remercie pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bonne célébration du Ramadan à toute la communauté musulmane. Bye bye. C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar.